Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 août 2025 et notre ami Andrei Martianov est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Avec plaisir. Entrons dans le vif du sujet et parlons de la rencontre entre les Européens et Donald Trump. Comment comparer, disons-le ainsi, comment comparer la rencontre entre Trump et Poutine à celle entre les Européens et Donald Trump? Eh bien, un groupe d'élèves est entré dans le bureau du principal. C'est à peu près tout. Je veux dire, on ne peut pas comparer cela. Ce sont des catégories de poids absolument différentes. Donc vous avez une bande de chihuahuas, vous savez, qui court simplement vers la jambe du, vous savez, maître tigre ou peu importe, maître bulldog. Et c'est tout, il n'y a rien à comparer. C'est juste comme ça. Et c'est un cirque. C'est un cirque médiatique. Tout cela est pathétique. Mais oui, l'Occident réuni, s'approchait de ce sommet de déshumiliation et de disgrâce depuis un certain temps déjà. Voilà où nous en sommes. L'Europe s'est vue montrer sa véritable place. Et nous connaissons cette place. André, en regardant la situation, je pense que le point principal en Ukraine serait de savoir comment l'Occident, tous ensemble, les États-Unis, les Européens, avec les Ukrainiens, peuvent d'une manière ou d'une autre changer la donne en leur faveur. Y a-t-il quelque chose à faire militairement du côté des Ukrainiens pour obtenir un résultat? Je pense qu'on peut simplifier la question. Comment compares-tu l'OTAN avant le début du conflit et dans la situation actuelle? Parce que on voit les Européens venir aux États-Unis, demander des garanties de sécurité, tout en essayant d'acheter de nouvelles armes aux États-Unis, car dans leur esprit, tout tourne autour de l'Ukraine. À mon avis, il s'agit surtout de maintenir la présence des États-Unis en Europe. Comment vois-tu l'état actuel de l'OTAN? Et quand tu observes ce genre de relation, cette situation incroyable, tu vois les dirigeants européens assis autour de la table lors de la rencontre entre Trump et les Européens. Et il y a, d'une certaine manière, je ne sais pas ce que les gens en Europe en pensent. Et toi, qu'en penses-tu? Comment voyez-vous la situation avec l'OTAN? Oui, peu importe ce que ressentent les Européens à propos de quoi que ce soit. La Russie en a fini avec l'Europe. C'est terminé. La seule chose qui compte pour la Russie, c'est sa sécurité. Si demain, les Européens deviennent des cannibales et se mangent entre eux, tant pis pour eux. Qu'ils profitent de ce qu'ils ont voulu. Comme Lavrov l'a en gros clarifié et décrit hier, tout cela n'est que du charabia d'enfants. Voilà qui sont ces gens. Et personne ne se soucie de ce qu'ils pensent. Personne ne se soucie de leur garantie de sécurité. Car les Russes l'ont dit sans arrêt, y compris encore hier, une déclaration de Lavrov. Nous ne sommes pas là pour des territoires, nous nous fichons des territoires. Nous sommes là pour la sécurité de la Russie. Tout cela était lié à l'expansion de l'OTAN. Et maintenant, ces crétins veulent faire quoi? La sécurité de l'Europe, soi-disant, qui s'est menti à elle-même sans arrêt. Ils mentent toujours. Il n'y a pas de personne d'honneur, d'intégrité ou même de compétence dans leur gouvernement. Ils pensent, pour une raison quelconque, que ces ordres, les ordres russes, les sous-hommes russes, vont se précipiter en Europe pour obtenir quoi? Cette île pathétique qui, comme Dostoïevski l'a déjà définie à la fin du XIXe siècle, n'est rien d'autre qu'un musée, un cimetière à ciel ouvert. Voilà ce que c'est. Dans ce cas, ils peuvent demander aux États-Unis tout ce qu'ils veulent. L'OTAN est un tigre de papier. Les États-Unis le sont aussi en ce qui concerne les forces terrestres. Ce n'est certainement pas un tigre de papier en termes de réputation, malgré le fait qu'il rencontre de nombreux problèmes et de l'obsolescence. Les États-Unis ne peuvent pas combattre la Russie, pour commencer. Les gens doivent se poser la question. Comment une guerre entre la Russie et les États-Unis
pourrait-elle avoir lieu si cela devait arriver? Ils ne pourront pas répondre à cette question, car il n'y aura pas de guerre. Les États-Unis procéderont immédiatement à une escalade, même sans, car les forces prédéployées seront anéanties, et cela passera au seuil nucléaire. C'est tout. Les États-Unis ne peuvent que combattre. Enfin, ce n'est pas vraiment combattre. Ils peuvent frapper. C'est tout. Après cela, les États-Unis cessent d'exister. La majeure partie du monde cesse d'exister. Donc dans ce cas, peu importe ce que veulent les Européens, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, personne ne s'en soucie à part, vous savez quoi, Sodome et Gomorrhe, ce qu'est l'Europe, et qu'ils meurent. C'est aussi simple que ça. Ce sont eux qui ont élu ces déchets humains, vous savez. Et ils étaient satisfaits tant qu'ils avaient des aides sociales, tant qu'il y avait un certain développement économique. Maintenant, c'est l'heure des comptes. Il est temps de payer les, vous savez, factures. Et ils vont le faire. Et ils payent déjà. Et je l'ai dit publiquement depuis de nombreuses années. Ce n'est pas comme si Martianov ou quelqu'un d'autre avait sorti une idée de nulle part et avait commencé à la brandir devant tout le monde. Non, l'Europe sera pauvre. Elle s'appauvrit déjà. C'est inévitable, vous savez. Alors que puis-je dire? C'est la voie européenne, qu'ils s'en occupent. Mais militairement, l'OTAN est un tigre de papier. Ils n'ont pas, je l'ai déjà dit, nous en avons parlé tant de fois. Je l'ai dit tant de fois aussi dans votre émission, qu'ils sont technologiquement en retard. Je veux dire, en termes de guerre du XXIe siècle, ils ne jouent même pas dans la même cour, alors qu'ils en profitent. Penses-tu qu'il soit autant reconnu par Trump? Non, Trump il est totalement ignorant sur des questions cruciales de stratégie de guerre moderne et sur ce genre de sujet. C'est un homme de spectacle, et c'est un escroc de l'immobilier new-yorkais. Voilà qui il est. Et il a apporté cela, en quelque sorte la psychologie si l'on veut, ou le modus operandi, à ce qu'il considère comme un grand, vous savez, un admirable sens de l'État. Ce n'est pas le cas, c'est de la maternelle. Vous savez, il a été, pour ainsi dire, calculé et analysé par des psychologues russes de façon extrêmement efficace. Je veux dire, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait qui il est. Donc à cause de cela, les Russes savent ce que sont les États-Unis. Les Russes savent ce qu'est l'Europe. C'est pourquoi les Russes sont depuis longtemps entrés dans ce que l'on appelle la boucle ODA de l'Occident combiné. Observer, orienter, décider, agir. La fameuse boucle du colonel Boyd. Pour ainsi dire, une fois que vous êtes à l'intérieur de cette boucle, vous savez pratiquement tout ce que votre ennemi va faire. Et c'est ainsi que la victoire est obtenue. Les États-Unis et l'OTAN ont été vaincus. C'est aussi simple que cela. Si les États-Unis ne veulent pas l'accepter, peu importe. La réalité est ainsi faite. C'est comme la gravité. On ne peut pas lutter contre elle. Quoi qu'il en soit, je peux m'imaginer être Superman, que je peux voler. Mais dans mon état actuel, je sauterais probablement à peine 25 cm du sol. Cela ne fait pas de moi un homme volant. Donc c'est pareil ici. La réalité, eh bien, c'est la réalité. D'accord? C'est ce que c'est. C'est quand on ne peut plus la réfuter. Et les États-Unis se sont ruinés à cause de cela. L'Europe aussi. Voilà. Comment la Russie réagirait-elle à cette vidéo, Andrei? Donald Trump était sur Fox News pour parler des conséquences de la réunion qu'il avait eue avec les Européens. Vous avez obtenu les protections de l'article 5, cependant, pour l'Ukraine. Donc ils ne vont pas faire partie de l'OTAN, mais vous leur avez quand même accordé les mêmes protections. Donc ils ne vont pas faire partie de l'OTAN. Mais nous avons les nations européennes, et elles vont prendre les devants, et il y en aura certaines, la France et l'Allemagne, quelques-unes, le Royaume-Uni. Ils veulent avoir des troupes sur le terrain. Je ne pense pas que ce sera un problème, pour être honnête avec vous. Je pense que Poutine en a assez. Je pense qu'ils en ont tous assez. Mais on ne sait jamais.
Nous allons en apprendre plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines, ça je peux vous le dire. Et nous verrons comment tout cela évolue. Comment imaginez-vous la réaction de la Russie face à ce genre de discours de la part du président? Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas un seul homme dans l'administration Trump qui comprenne, à l'exception peut-être de certaines personnes au Pentagone ou de quelques-unes à la CIA. Vu le faible niveau professionnel de la CIA, il y en a peut-être qui saisissent la situation et essayent d'obtenir les véritables informations. Mais Trump ne comprend pas de quoi il parle. C'est un gamin, enfin c'est un enfant qui parle à ce type. Encore une fois, beaucoup ne sauront même pas ce qu'est l'Institut de la bannière rouge, qui est aujourd'hui l'Académie du service de renseignement extérieur de Russie, dont M. Poutine est diplômé, tout comme de l'École supérieure du KGB. En dehors de cela, c'est un très bon juriste. Il était directeur du FSB. Donc, professionnellement, Trump est comme un gamin dans un bac à sable, essayant de négocier avec un combattant de MMA de 30 ans au sommet de sa forme. Donc oui, il fait essentiellement ce que Trump fait. Il brasse du vent. C'est tout. Mais encore une fois, c'est un narcissique, ce qui frôle, vous savez, le trouble de la personnalité, probablement à la limite d'un problème psychiatrique. Il a donc constamment besoin de se sentir et de se réaffirmer et de se confirmer comme étant aux commandes. Il ne l'est pas. C'est le dirigeant qui en réalité a largement précipité cette situation et les États-Unis ont perdu. Point final. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis, encore une fois, les Russes ne prennent plus du tout les États-Unis au sérieux en tant que puissance continentale. Je veux dire, cela a été prouvé. Savons-nous, André, ce qui a été discuté lors de la rencontre entre les deux présidents? Parce que la partie russe, avant d'aller à la réunion, avait déclaré qu'il y avait une proposition des États-Unis qui était d'une certaine manière acceptable pour les Russes. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Quelle était la proposition? Quel était le cadre sur lequel ils se sont mis d'accord? Absolument. C'est tout l'enjeu. Ce que nous avons ici, ce ne sont que des spéculations. C'est pour cela que ces médias existent. Encore une fois, je n'ai pas besoin de me répéter. Et laissez-moi vous dire, vous ne le mettrez probablement pas, mais tant mieux pour vous. Ajoutez cette définition de ce que sont les médias par Hunter Thompson dans Las Vegas Parano. C'est une excellente définition de ce que sont ces gens-là. Aux États-Unis, ils ont perdu la capacité de gouverner il y a longtemps, probablement il y a une vingtaine d'années. Et donc, les États-Unis ne sont même plus, à toutes fins utiles, un pays souverain. Leur politique étrangère est essentiellement dirigée par Israël. Et quand on y regarde de plus près, ils ont besoin du cirque. Franchement, il y a des ratés au Washington Post, au New York Times ou à CNN. Ce sont des inconnus. Ils n'ont aucune compétence à part aligner quelques mots. Ils n'ont aucune compétence exploitable, vous savez. Alors, qu'attendez-vous d'eux? Ils ont besoin d'une histoire, alors ils en inventent une. Mais la réalité, c'est que M. Lavrov a encore répété hier la même chose que les Russes disent depuis, pardonnez-moi, depuis quoi? 3 ans et demi. Donc s'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mortels. Et dans une large mesure, c'est vrai. La plupart des médias dans le monde sont des mortels, vous savez, par définition. Ce sont des gens sans compétences, sans aucune compréhension de quoi que ce soit, alors que le monde du XXe siècle est complexe. Mais aux États-Unis et en Occident en général, c'est particulier. Ce sont des têtes parlantes, en fait des automates. Aucune intégrité, aucun honneur, aucune humanité en eux. Donc ils débitent n'importe quoi et n'en assument aucune responsabilité. Je pense que la principale question abordée entre les Européens et Donald Trump concernait les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Qu'attendait-il d'autre des États-Unis, à votre avis?
Ils veulent que la Russie soit vaincue. Mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et nous avons déjà vécu cela auparavant. N'oubliez pas. Macron est un imbécile. C'est un petit employé de banque qui est marié ou peu importe, uni à ce que c'est. Donc il faut regarder cela et gratter n'importe quel politicien allemand. Il y a des officiers de la Wehrmacht et des nazis là-bas. L'Europe est finie. Elle est littéralement dirigée par des dégénérés maintenant. Et leurs élites sont dégénérées. Donc ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent. Ça n'arrivera pas. Le fait est que, quand le Times de Londres a admis il y a environ une semaine, « Oh mon Dieu, nous n'avons rien », bien sûr qu'ils n'ont rien. J'ai écrit des livres à ce sujet. Regardez la France. Ce n'est pas une armée. C'est pathétique. De toute façon, regardez la Bundeswehr. Ce ne sont même pas des forces armées au sens habituel du terme. La seule armée que l'OTAN possède, c'est celle des États-Unis, qui, encore une fois, utilise la structure organisationnelle et l'équipement, ainsi que les concepts opérationnels de 1990. Et oui, c'est une force expéditionnaire conçue pour écraser un quelconque trou perdu du tiers-monde. Et c'est à peu près tout. C'est comme, vous savez, quand vous attrapez une anguille visqueuse dans vos mains, vous la tenez, mais elle essaye quand même de vous échapper. Mais oui, c'est la prise, c'est la réalité qui dicte en fait tout. Et c'est simplement comme ça. Je veux dire, ça n'a jamais été autrement. J'ai vraiment envie de voir combien de temps il faudra à Donald Trump pour, d'une manière ou d'une autre, avouer, au lieu de se vanter, de la force et de la puissance des États-Unis. Vous ne verrez jamais cela de sa part. Cet homme n'a vraiment aucun honneur, ou, vous savez, les qualités requises pour occuper ce type de poste. Mais si vous prenez la plupart de ceux qui sont venus après George H.W. Bush, Sr., qui avait une excellente équipe en sécurité nationale, pas la meilleure, mais excellente par rapport à ce qui existait, Clinton, W. Bush, Dubia, vous voyez, et l'équipe d'Obama. Ces gens-là n'ont aucun honneur. Ils ne font que mentir, tricher, voler. Oui, c'est ce qu'ils font. C'est la dégénérescence inévitable des élites occidentales dans leur ensemble. Voilà ce qui arrive quand leur civilisation s'effondre. Donc oui, ils sont tous impliqués dans toutes sortes d'activités bizarres, allant de la pédophilie à des affaires sexuelles et autres. La plupart d'entre eux sont corrompus. Donc je m'attends à ce que Trump avoue quelque chose. Allez, je veux dire, ce type pense qu'il contrôle l'univers. Allez, qu'est-ce que tu veux attendre de lui? Donc il sera probablement assis là, tu sais, en disant « Je ne vais pas voter », mais il dira quand même « Oh non, c'est bon, tout va bien », tu vois, parce que c'est comme ça qu'il est. Tu ne peux pas changer ça. Il a 67 ans, non? Je crois 67, sinon bientôt 68. Et il ne peut pas tout changer. La politique américaine n'est plus une question de gouvernance. C'est du spectacle. Et c'est à qui va s'enrichir en se vendant à la gauche ou à la droite. Et c'est pour ça que je dis toujours que, eh bien, depuis 10 ans, les États-Unis sont devenus ingouvernables. Donc tout ça, c'est du spectacle politique, sans aucune substance. Pensez-vous que cette sorte de panique que nous avons observée chez les dirigeants européens aux côtés de Zelensky était due à la manière dont la rencontre entre les deux présidents, Poutine et Trump, s'est déroulée, ou bien à cause du contenu de cette réunion? Je veux dire, les deux. Les deux. Et encore une fois, n'oubliez pas, ils ont encore des gens, certains, qui même si ce n'est pas par eux-mêmes, parce que par exemple, les armées européennes, leur niveau professionnel est extrêmement bas. Leur corps d'officiers, leur armée, je veux dire, c'est pathétique à quel point c'est faible. Mais quelqu'un appelle le Pentagone, quelqu'un appelle la CIA, et quelques personnes du MI6 qui ont des diplômes en sociologie qui ne sauraient même pas de quoi ils retournent. Mais malgré tout, ils reçoivent l'appel de la CIA ou du Pentagone
Et ils disent, les gars, c'est grave, d'accord? Et il y a bien des échanges. Ne vous y trompez pas, c'est Five Eyes et tout ça. Et ils disent, oh, c'est grave. Et aujourd'hui, nous connaissons les chiffres. Ils ont été piratés, et bien ils ont corroboré les chiffres de Doug McGregor, qu'il a évidemment obtenus du Pentagone. Eh bien, il y a une petite différence ici, mais 1,7 million de tués et disparus au combat. Disparus au combat en Ukraine signifie que vous êtes tués. Donc, tirez vos propres conclusions sur ce que nous avons. C'est un massacre jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont les Russes qui l'ont infligé, et ils continueront à le faire aussi longtemps qu'il le faudra. Ni Trump, ni ses conseillers, qui, eh bien, ne sont pas très professionnels. Encore une fois, comme déjà dit, tout doit être projeté vers le public américain pour garder la populace pacifiée et tout ça. Ils ne comprennent pas cette guerre. Il n'y a pas un seul général américain qui ait saisi ce qui se passe. Et que puis-je dire? Bien souvent, vous avez quoi? 1,7, puis ajoutez ici à peu près 1,7 fois 2, à peu près plus ou moins 3,4 millions de blessés, de cas de stress post-traumatique en Ukraine. Donc, quand on regarde ça, oui, l'Ukraine, c'est fini. C'est simplement une question de sécurité russe. Voilà tout. Ça l'a toujours été. Et Lavrov, tout comme Poutine, doit sans cesse répéter, si vous n'aviez pas fait cela, tout se serait bien passé. Mais ils ne comprennent pas cela. Donc s'ils ne comprennent pas, il y a l'anéantissement de l'Ukraine qui était le meilleur proxy que l'OTAN ait jamais eu et n'aura plus jamais. En réalité, l'Ukraine était meilleure que toutes les armées européennes réunies, et probablement aussi performante que l'armée américaine peut l'être. Ils n'auront donc plus jamais quelque chose de semblable. Et maintenant, ils voient que le meilleur salaud, le fils de pute, est en train de se faire écraser. Et bien sûr, ils souffrent. Bien sûr, ils ont peur. Bien sûr, ils paniquent. Et cela ne concerne pas seulement l'Europe. Aux États-Unis aussi, on peut voir à quel point la situation n'est pas bonne pour eux. Andriy, c'était d'une certaine manière étonnant de voir. J'ai été surpris de voir le président de la Finlande faire partie de cette équipe de dirigeants européens. Et où est la Pologne? Où est, selon vous, le président polonais? Les Polonais ne sont pas stupides, disons-le ainsi, contrairement par exemple aux Finlandais et aux autres Européens. Les Polonais ont leur propre histoire. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment amusant dans tout cela, c'est que malgré leur russophobie fanatique et leur haine de la Russie, les Polonais, contrairement au reste de l'Europe, sont des participants légitimes à la victoire sur le nazisme. L'Armia Ludowa, je veux dire les forces polonaises. En fait, beaucoup de gens ignorent qu'il y avait 300 000 soldats polonais à participer à l'opération pour prendre Berlin. Donc les Polonais ont un certain caractère. Ils savent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont des imbéciles comme Sikorski et sa femme, qui est une néoconservatrice fanatique, Applebaum, et ils sont stupides. Mais d'autres comprennent que, vous savez quoi, si les choses commencent à s'effondrer, Varsovie sera la première à être frappée de plein fouet. Et je parle littéralement, géopolitiquement, politiquement et bien sûr physiquement, la capitale de la Pologne. Donc soudainement, ils disent non, non, non. Les Russes espèrent maintenant simplement que les Polonais prendront l'ouest de l'Ukraine, des parties de l'ouest de l'Ukraine. Mais la Pologne semble soudainement un peu réticente à assumer cela elle-même. Donc oui, ils sont plus malins, comme je l'ai déjà dit. Ils peuvent raconter des bêtises aussi bien que n'importe qui, mais ils ont leur propre façon de penser. Beaucoup de Polonais considèrent en fait les Russes un peu comme, sinon, des frères, du moins, oui, des parents pauvres, vous voyez, mais ils sont slaves, ce genre de choses. Donc c'est pas simple là-bas. Et oui, comme ils l'ont déjà dit, oui, Navrotsky l'a déclaré il y a quelques jours, et son représentant,
le porte-parole, a affirmé que non, nous ne voulons envoyer personne. Il n'y aura pas de Polonais là-bas. Beaucoup de Polonais se sont battus, ils ont combattu pendant 3 ans dans des opérations militaires spéciales, à la fois comme volontaires et comme soldats et officiers polonais déclarés. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Ils sont surtout connus pour avoir commis des atrocités contre des civils. C'est ce qu'ils savent faire. Mais en termes de puissance militaire réelle, la Pologne, contrairement par exemple à la Bundeswehr, a en fait une armée. Elle dispose d'environ 4 divisions prêtes au combat, je crois, ou 3, mais en tout cas bien plus que le Royaume-Uni, la France et la Bundeswehr réunies. Donc ils savent comment ça va finir. Ça va très mal finir. Et je veux dire vraiment mal. Et certains disent non, non, non. Occupez-vous de ça chez vous. Et c'est tout. À votre avis, que pensent-ils de la partie occidentale de l'Ukraine? Est-ce qu'ils pensent à Lviv et à ces régions? Oui. La Pologne devrait prendre Lviv. Absolument. Qu'ils prennent aussi la Volhynie. Et les Russes croisent les doigts. Encore une fois, qu'ils le fassent, qu'ils s'en occupent. La Pologne a son propre ministre de l'Intérieur, sa police, ses services de renseignement, qu'ils en profitent. Je ne sais pas si. Andrei, la situation sécuritaire en ce qui concerne la partie occidentale de l'Ukraine est, à mon avis, l'une des questions les plus importantes dans l'esprit des Russes, des Européens et des États-Unis. Tout le monde se demande ce qu'il adviendra de la partie occidentale de l'Ukraine. Et comment la Russie perçoit-elle la partie occidentale de l'Ukraine? Quelles sont les principales préoccupations des Russes concernant la partie occidentale de l'Ukraine à ce stade du conflit? Il n'y a aucune inquiétude. Je crois que c'est M. Medvedev qui a dit « C'est votre problème, alors débrouillez-vous ». Voilà, les Russes n'ont pas besoin de ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Qu'ils profitent de leur terrorisme et de leur criminalité organisée, qui existe déjà là-bas. Vous savez, ça se passe déjà là-bas, y compris en Pologne. Donc c'est leur problème. D'accord. De plus, il ne fait aucun doute que la Volhynie était historiquement un territoire polonais. Il y a évidemment une enclave très importante de Hongrois, par exemple, dans les Carpates là-bas. Et bien sûr la Bucovine, qui est bien historiquement plutôt une région roumaine. Vous savez, il y a beaucoup de Roumains là-bas, alors qu'ils en profitent. Mais nous savons que la Russie ne veut pas que la partie occidentale de l'Ukraine soit militarisée, ni que des armes y soient envoyées, et tout cela. Selon vous, comment cela pourrait-il être réalisable? C'est très difficile à dire. Je veux dire, c'est vraiment difficile à dire. N'oubliez pas que des appareils entiers de diplomates, de services de renseignement et de militaires travaillent sur ces questions pour essayer de les résoudre d'une manière ou d'une autre. Donc il est très difficile de se prononcer. Ce n'est pas à moi de juger comment tout cela se passe ou se passera. Nous ne pouvons que spéculer à ce sujet. Mais je crois que les Russes disposent de suffisamment de bons juristes, d'avocats internationaux et de diplomates qui savent comment y parvenir. Et encore une fois, tout ce qui se passe dépend de leur environnement de combat, de la situation sur le front et de l'évolution de tout cela. La panique en Occident, pas seulement la panique, mais par exemple Trump qui change soudainement ses tarifs de 50 jours. Alors 10 jours, puis retrouvons-nous en Alaska. Ce sont évidemment des mouvements très brusques, des réactions instinctives pour le dire gentiment. Tout est défini par la situation sur le front. Point final. Cela a toujours été le cas. C'est le cas. Et ce sera toujours le cas. Ils ne font que réagir à leur réalité militaire. Et comme je l'ai déjà dit, c'était la meilleure chance de l'Occident au XXIe siècle de faire quoi que ce soit contre la Russie. Ils ont lamentablement échoué. Ils ont été vaincus. Et après cela, compte tenu du fossé technologique croissant, et il s'agrandit, il ne se réduit pas,
entre la Russie et l'Occident, et surtout en observant la désindustrialisation de l'Europe, je pense que c'est à peu près tout. Il semble que, compte tenu de la réunion, à mon avis, Donald Trump soit d'une certaine manière obsédé par le fait de tout simplifier. Il veut mettre fin au conflit le plus rapidement possible, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Il ne sait pas. Même avec la réunion, on pourrait dire qu'elle a été positive. Les médias russes ont dit qu'elle était positive, l'administration Trump aussi, mais Donald Trump ne s'est pas préparé avant d'aller à la réunion. Il a appris des choses de Vladimir Poutine. Je suppose qu'il a mentionné tout ce que Donald Trump était capable de saisir et de comprendre. Mais au final, on ne le voit pas, car quand on voit le type parler de mettre des troupes européennes sur le terrain, il semble qu'il n'ait rien appris pendant la réunion. Il ne possède aucune qualité d'homme d'État. Point final. Si vous lisez n'importe quel stratège sérieux, et je vais vous renvoyer à un traité vieux de 100 ans, qui est l'un des plus grands ouvrages sur la stratégie, écrit par nul autre qu'Alexandre Andreevitch Svechin, et qui s'intitule tout simplement Stratégie. Oui, quel titre original, n'est-ce pas? Il y décrit les exigences pour les hommes d'État, pour les vrais hommes d'État, ce qu'ils doivent posséder. Ils doivent savoir, et ce sont les exigences qu'il énumère. Et cela date de 1925, il y a 100 ans. Il parle d'hommes d'État qui doivent connaître et comprendre la stratégie militaire, comprendre les statistiques, maîtriser les arts opérationnels et stratégiques de l'armée, l'histoire militaire et des choses de cette nature. Trump n'en connaît rien. C'est un escroc de l'immobilier new-yorkais. Voilà qui il est. Et un homme de spectacle, évidemment. Il sait construire des casinos, d'accord? Très bien. Il sait comment déclarer faillite. Il sait comment éviter de payer des impôts. C'est à peu près tout. Et quand on parle de la nécessité pour lui de se préparer, il n'a pas la capacité intellectuelle de se préparer, ni de comprendre la complexité du monde extérieur. En fait, et je prends un risque en disant ça, aucune administration américaine depuis Clinton n'a eu la capacité de la comprendre. Ils n'avaient aucune idée. Prenez n'importe qui, du NSA, de la CIA, de n'importe où, du Pentagone, au cours des 30 dernières années. Je veux dire, une fois que la dernière génération de chefs militaires américains, qui avaient au moins un esprit critique, a disparu, regardez ces types. Bon sang, ce sont des amateurs. Et c'est bien là tout le problème. On ne peut pas être professionnel, surtout dans un pays comme les États-Unis, si l'on ne possède pas ces qualités qui permettent de comprendre à quel point le monde extérieur est complexe et à quel point le monde intérieur des États-Unis l'est aussi. Et surtout, quand on regarde Trump, il est dans la poche d'Israël. Il est contrôlé par Netanyahou et sa clique. Donc oui, tu as tout à fait raison. Il s'assoit avec Vladimir Poutine et apprend des choses dont il n'a jamais entendu parler. Parce que, d'abord, certaines personnes de son administration le manipulent en lui cachant des informations. Ensuite, il y a l'autre faction qui essaie de l'informer. Ils essayent donc de lui donner ces chiffres, mais il ne comprend pas. Et donc, quand on regarde ça, je veux dire, ce type, je suis désolé, il n'est tout simplement pas à la hauteur. Aucun des présidents américains depuis Bush père n'a été à la hauteur pour diriger le pays. En conséquence, ils ont vraiment tout gâché. Et encore une fois, si vous regardez l'Europe, c'est encore plusieurs crans en dessous. Ce sont des chihuahuas, ce sont des localités. Sauf pour ce pays pathétique qu'est la France, ils ont un peu de dissuasion nucléaire, mais c'est à peu près tout. Que puis-je dire? Oui, c'est la réalité. Et ils commencent soudainement à reconnaître à quel point ils sont tous insignifiants. Et surtout, quand on met Trump à côté de Poutine, oui, ce type est un showman. Ce n'est pas un homme politique sérieux.
Le président de la Finlande parlait de la façon dont ils connaissent les Russes, qu'ils ont une histoire commune. À l'époque, ils combattaient l'Union soviétique. They don't. United States Ils ne le feront pas. Les États-Unis n'ont pas d'experts russes dans leurs services de renseignement, militaires ou politiques. Point final. Ce qu'ils ont, ce qui passe pour des experts russes, ce sont principalement, même si ce n'est pas exclusivement, des immigrés juifs, dont beaucoup ont des penchants néoconservateurs et sont là pour régler des comptes avec les Russes, quels que soient les comptes qu'ils veulent régler. La plupart d'entre eux sont animés par la haine, donc en conséquence, ils n'y comprennent rien. Bon, c'est comme ça. Au moins, ce type, Trump, ne veut pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est un gros point positif. Ces critiques de l'administration Biden, tous ces Blinken et Sullivan, ce sont des idiots. Ils auraient pu mener le monde à la Troisième Guerre mondiale et ils seraient alors morts avec tout le reste. Ils n'ont même pas les moyens de comprendre cela, car ils sont d'une telle primitivité. Ils sont primitifs. they are primitive. Peut-on dire que l'issue de ces réunions est la poursuite du conflit? Yeah, it will continue. Oui, cela continuera tant que, vous savez, le seul point positif, c'est que les Russes discutent manifestement au plus haut niveau politique, ce qui est bien, les Russes et les Américains. Discuter est toujours mieux que faire la guerre. It's always better than fighting the war. Exactement. But I mean, either Trump. Mais je veux dire, soit Trump y va vraiment à fond, on lui a donné la dernière porte de sortie. Donc il pourrait probablement, s'il s'envole pour Moscou, ce serait, vous savez, le coup final, si on peut dire, de cette porte de sortie que Poutine lui a offerte. Évidemment, les médias américains veulent éviter ce sujet, mais tout le monde sait qu'il suppliait Poutine pour une rencontre depuis 6 mois. Il suppliait littéralement. Il disait « Oh, il faut qu'on se voie ». Il appelait, il faisait tout ce qu'il pouvait. Alors Poutine a dit « D'accord, allons-y, rencontrons-nous ». Donc dans ce cas, on verra. So in this case, we'll see. Whatever was discussed behind the Quoi qu'il ait été discuté en coulisses, pour ainsi dire, en arrière-scène, il nous faut attendre et voir. N'oubliez pas que cela s'est produit à une période où le Congrès, qui est complètement et totalement acheté par le lobby israélien et le complexe militaro-industriel, n'est pas en session. Il y avait donc quelques fenêtres d'opportunité. Et quelqu'un qui a de la jugeote, il y a encore des gens intelligents, vous savez, peut analyser l'ampleur des événements qui se déroulent à la Maison-Blanche. Certes, je suis presque sûr qu'ils ne sont pas au sommet du pouvoir politique là-bas, mais ils ont compris qu'il valait mieux agir maintenant, ou, vous savez, cela ne se ferait pas. Mais l'opération militaire spéciale va se poursuivre, et nous connaissons désormais les derniers chiffres, et nous comprenons ce qui se passe. Les Russes vont continuer, et je sais que ça semble horrible, mais ils continueront à tuer autant qu'il le faudra. but they will continue to kill as many as necessary. Le problème, André, la tragédie avec l'attitude de Trump, c'est qu'il a l'air de penser que si quelqu'un le paye plus, il va le soutenir. Et commençons par les Russes. Ils ont une sorte de bon accord, parlons-en. Les Européens, c'est tellement... Ce n'est pas du leadership. Ce n'est pas diriger un pays, un grand pays. Il faut être plus robuste, plus solide, plus stratégique dans sa façon d'agir. La stratégie n'est pas leur science, ce qui est bien connu à Washington. Ils ne font pas de stratégie. Ils ne savent même pas ce que c'est. In Washington, they don't do strategy. They don't even know what it is. For Trump, yeah, I mean, it's not. Pour Trump, oui, je veux dire, ce n'est pas du leadership, bien sûr. Encore une fois, il ne possède pas les véritables qualités d'un homme d'État. Certains de ses meilleurs vœux, ou peu importe, qui se soucie de ce qu'il veut, tu vois? Tout ça, c'est pour le spectacle. Et encore une fois, écoute, ce terme de deal a été discrédité, d'accord? Les accords ne se font pas comme Trump veut les faire, tu comprends? Donc encore une fois, tu arrives au niveau où il est, et tu te rends soudain compte que tu n'as pas les compétences pour gérer ça. Alors, qu'est-ce qui te reste? Tu as un livre. Il a écrit L'art de la négociation.
En réalité, il ne l'a pas écrit. Quelqu'un l'a écrit pour lui. Il n'a même pas le vocabulaire pour décrire correctement les choses là-dedans. C'est une belle, merveilleuse conclusion. It's a beautiful, wonderful, and it's the deals are not done like this. But yeah, Les accords ne se concluent pas comme ça. Mais oui, ce terme « accord » est toute une bande de crétins des médias traditionnels qui l'emploient sans cesse. Il n'y a pas d'accord. Il y a toujours des compromis. Mais dans ce cas précis, il ne peut pas y avoir de compromis à cause des conditions posées par la Russie. Et la raison pour laquelle cela a coûté la vie à 1,7 million d'Ukrainiens et de leur soutien, et en a blessé 3,4 millions, c'est à cause de la sécurité de la Russie. Et comme Lavrov l'a déclaré hier, nous n'entendons toujours rien au sujet de la sécurité de la Russie lorsque ses dirigeants s'expriment. Eh bien, si vous ne parlez pas de la sécurité de la Russie, au revoir. C'est aussi simple que ça. bye bye. Simple as that. Voici ce qu'a déclaré Macron après la réunion. Andrei. Pour être certain que cet accord ne soit pas préjudiciable à l'Ukraine et à l'Europe. Nous voulons tous un accord. Nous voulons un accord de paix. Mais nous voulons nous assurer que cette paix et donc cet accord permettra aux Ukrainiens de reconstruire leur pays et de vivre en paix. Nous voulons être certains que le lendemain de cet accord de paix, ils disposeront d'une puissance de dissuasion suffisante pour ne pas être attaqués de nouveau. Et nous voulons être certains pour les Européens qu'ils vivront dans la paix et la sécurité. Voilà la nature de la paix. La dissuasion. Quand il parle de dissuasion, on sait quel en est le principal objectif. It's platitudes. Oui, ce ne sont que des platitudes qui servent essentiellement à masquer les conneries. Et encore une fois, écoutez Macron, Macron n'est personne. C'est un gamin manipulé par son mari ou sa femme, ou peu importe ce que c'est, tu vois. Il faudrait demander à Candace Owens. Elle en sait plus que n'importe qui d'autre. Et donc, quand tu regardes ça, c'est un petit employé des Rothschild, d'accord? Il appartient à 100% à ces familles de banquiers. Alors, quiconque pense que les Français sont des gens sérieux, non, ce n'est pas le cas. Ils ont élu ce type 2 fois, d'accord? La dernière fois avec une large majorité. Donc oui, et ce type, c'est du pipeau. J'imagine que la plupart le sont. Voici Andrei. Je voudrais poser une question sur Donald Trump et son attitude. Je suppose que Donald Trump, simplement en ayant 2 personnes dans son administration, Scott Bessent et Pete Hegseth, pourrait convaincre les Européens. Eh bien, fait simple. En parlant de la sortie, ils peuvent dire aux Européens que nous ne pouvons rien faire militairement en Ukraine pour changer la donne. Et Scott Bessent explique la réalité de ce qui se passe en termes de relations entre la Russie, l'Inde, la Chine et la pression qu'ils essaient d'exercer, même je dirais le Brésil. Vous savez, le Brésil n'obéit plus simplement à ce que disent les États-Unis parce qu'ils savent qu'ils s'en prennent au Brésil. Ils s'en prennent à l'Inde. Et voici ce qu'a dit Scott Bessent, juste pour comprendre la réalité de ce qui se passe avec l'Inde et la Chine. L'histoire, cependant, Becky, et le fait que la Chine en importe, ce n'est pas optimal. Mais si tu regardes en arrière, avant 2022, avant l'invasion, 13% du pétrole de la Chine provenait déjà de Russie. Maintenant, c'est 16%. Donc la Chine a une source d'approvisionnement diversifiée pour son pétrole. Si tu regardes maintenant, je crois que l'Inde avait moins de 1% de son pétrole, 1%, et maintenant je crois que c'est monté à 42%. Donc l'Inde profite simplement de la situation, ou ils profitent simplement, ils revendent. Ils ont réalisé 16 milliards de profits supplémentaires, certaines des familles les plus riches. Oui, qui achète le pétrole qui va en Inde? Oui, écoutez, allons voir Michael Hudson, avec qui je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas économiste, même si parfois j'ai besoin de comprendre.
Ce qui est enseigné comme économie dans les universités de l'Ivy League, c'est du n'importe quoi. C'est de la camelote. Cela n'a rien à voir avec l'économie réelle. Ils ne comprennent pas l'économie réelle. La seule chose qu'ils savent faire, c'est gérer cette pyramide de Ponzi à Wall Street. Cela signifie gagner de l'argent et écraser la populace là-bas. C'est 99%, tout en prétendant qu'ils savent comment gérer l'économie. Ce n'est pas le cas. Bessent n'a aucune idée. Et il ne comprend pas, comme je l'ai déjà dit, qu'il n'y a pas un seul diplomate américain qui comprenne ce qui se passe à l'extérieur. En réalité, la diplomatie en tant qu'art de gouverner est morte aux États-Unis. C'est pareil en fait en Europe. Ils ne produisent donc plus de personnes compétentes. Nous assistons à la civilisation occidentale dans la phase de son effondrement. Elle est sexuellement déviante, pédophile, elle est intellectuellement morte. Je veux dire, les soi-disant intellectuels occidentaux n'ont aucune morale, pour la plupart en tout cas. Ils ne connaissent rien du monde extérieur. Ils sont probablement assez doués pour gérer, encore une fois, des systèmes de type Ponzi et ce genre de choses. Mais c'est à peu près tout. Et quand Bessent parle de « oh oui, l'Inde », eh bien l'Inde a, vous savez quoi, quelque chose qu'on appelle le nationalisme indien. Et ils ont de la fierté nationale, ou appelons-la Bessente. Et contrairement à Washington, D.C., qui s'est essentiellement vendu à la gauche comme à la droite et est dirigé depuis Tel Aviv, eux ont de l'honneur. Combien de membres du Congrès ou de sénateurs ont de l'honneur aux États-Unis? Ils devraient sortir comme des pilotes de Formule 1, vous savez, avec tous ces autocollants qui montrent qui possède qui, IPAC, Raytheon, peu importe. Ils sont tous achetés. Et donc ils ne comprennent pas qu'il existe des choses qu'on appelle la fierté nationale. Et les Indiens en ont certainement. Ils ont d'énormes problèmes. Ne vous y trompez pas. L'Inde a toutes sortes de difficultés. Et il y a des choses négatives qu'on peut dire sur l'Inde, et elles seraient justifiées. Mais les Indiens ont de la fierté. Ils peuvent s'appuyer sur leur culture millénaire. Il en va de même pour les Chinois. Il en va de même pour les Russes. Sur quoi un membre moyen du Congrès américain peut-il s'appuyer? Quelques contes de fées, l'histoire de son propre pays. Il ou elle ne la connaît même pas. Voilà, c'est tout. Ces gens-là n'ont aucune racine. Leur seule racine, c'est comment gagner de l'argent. Point final. Il n'y a rien d'autre. Et c'est pour cela qu'ils ont constamment besoin de se vanter et de vanter les États-Unis. Malgré le fait que les États-Unis soient une grande nation, ne vous y trompez pas, c'est une superpuissance. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Et du coup, on se retrouve avec ce porte-parole qui ressemble à un automate, comme si quelqu'un lui avait mis une tige dans le dos. Il est assis là, comme Steve, à répéter ses conneries, sans comprendre que ce n'est pas seulement une question de profit. Et encore une fois, on ne peut pas expliquer à un abruti de docteur en économie diplômé de l'Ivy League comment fonctionne le monde extérieur. Ils ne comprendront pas. Ils ne savent pas ce qu'est l'énergie. Ils ne le savent pas. Ils connaissent les chiffres. Qui vend quoi, les choses idiotes comme l'investissement ou le retour sur investissement ou quelque chose dans ce genre. Ils ne comprennent pas comment fonctionne le monde réel. Point final, parce que c'est trop complexe. C'est devenu tellement technologique aujourd'hui. La seule chose qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils tiennent dans leurs mains, cet iPhone, et ils pensent que c'est le sommet de la civilisation. Ils ne comprennent pas qu'on peut retirer cet iPhone, le jeter, et la civilisation continuera très bien. D'autres viendront fournir ces services. Supprimer les secteurs d'extraction et de transformation. Supprimer les industries aérospatiales. Devinez ce qu'il vous reste? La civilisation commencera à s'effondrer. Vous ne pouvez pas l'expliquer à cet abruti. Et surtout, quand ils ne comprennent pas quel est en réalité le passe-temps favori de l'humanité. Et c'est, pardonnez-moi l'expression, la guerre. Nous faisons toujours la guerre.
Nous sommes une espèce belliqueuse, d'accord? Nous aimons nous entretuer pour une raison quelconque, d'accord? C'est tout un autre ensemble de sujets dont il faudrait parler. Et donc, il y a ces gens qui n'ont aucune idée de rien. Ils ont grandi avec, vous savez, une cuillère en argent dans la bouche dans un quartier de New York ou quelque chose comme ça, et ils pensent connaître le monde. Aucun d'eux ne le connaît. Aucun. Zéro. Qu'attendez-vous d'eux? André, que se passe-t-il entre la Russie et l'Azerbaïdjan? Oh, rien. Je veux dire, le clan Aliyev a deux sources de revenus. Évidemment, clan parce qu'il dirige l'Azerbaïdjan. Ne vous y trompez pas. Et je ne dis pas qu'Ilham Aliyev est un homme stupide. Loin de là. Je veux dire, il est bien éduqué. Et évidemment, son père avait d'excellentes relations avec Vladimir Poutine. Mais le clan d'Ilham Aliyev, évidemment, ce sont eux les principaux bénéficiaires du commerce du pétrole et du gaz de l'Azerbaïdjan. Donc, la plupart de leur argent. Parce que, et c'est là que la question se pose, sont-ils stupides? Eh bien, probablement pas si malins que ça, finalement. Ils gardent leur argent à Londres. Et quand on garde son argent à Londres, cela signifie qu'on ne possède pas vraiment cet argent. C'est l'argent de Londres. Alors ce Chihuahua, ce petit pays insignifiant, a soudainement décidé que oui, on va s'en prendre aux Russes. Alors ils disent à Aliyev de faire des choses stupides. Et donc il commence à, vous savez, et il faisait ça depuis un moment. Il fournissait des armes à l'Ukraine depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et bien sûr, ils étaient l'un des principaux fournisseurs des raffineries de pétrole ukrainiennes et approvisionnaient l'Ukraine en pétrole. D'ailleurs, hier, Kremenchuk, l'une des raffineries de Kremenchuk, a été réduite en poussière, et c'est justement là qu'est traité le pétrole de la famille Aliyev. Donc, les Russes ont été patients. Poutine a été patient. De toute évidence, Bakou officiel n'a jamais compris le message. Donc, les Russes ont commencé par quelques bombardements frappant ces installations liées au pétrole azéri, ce qui bien sûr signifie quoi? Une réduction des profits et une réduction significative, étant donné que l'Azerbaïdjan a des problèmes économiques. Ensuite, ils se sont attaqués à la diaspora azérie en Russie, dont une grande partie est bien entendu impliquée dans des groupes criminels organisés. Mais devinez quoi? Le deuxième flux de revenus provenait de la diaspora, qui possède et contrôle de nombreux marchés de gros, de légumes et de produits frais à travers la Russie. C'est de l'argent colossal, croyez-moi. Et donc cet argent affluait vers l'Azerbaïdjan. Ce n'est plus le cas. Alors soudainement, Aliyev et son clan se retrouvent un peu, comment dire, sous pression. Disons-le gentiment. La Russie va donc continuer à démanteler essentiellement tous les groupes du crime organisé présents. Cela ne veut pas dire que ce seront uniquement des groupes azéris, mais dans ce cas précis, ce sont les azéris qui prennent très cher. Cela n'a rien à voir avec les citoyens russes d'origine azerbaïdjanaise qui vivent en Russie, travaillent, paient leurs impôts et tout ça. Personne ne parle d'eux. Non, on parle de personnes qui ont un très long casier judiciaire. Et le FSB ainsi que le comité d'enquête les connaissent tous. Et c'est ce que la Russie a commencé à faire. Et puis soudainement, Bakou officiel est devenu furieux. Bien sûr, tout a commencé avec cette tragédie du vol de Bakou à Grozny, qui a été détourné. C'est encore une toute autre histoire. L'Azerbaïdjan s'est empressé de rejeter la faute sur les Russes pour tout cela. Il y a toutes sortes de raisons de penser que la Russie n'a rien à voir avec les frappes réelles sur cet appareil, ou quoi que ce soit qu'il a endommagé, lequel a finalement atterri en catastrophe au Kazakhstan, de tous les endroits possibles, après avoir survolé la mer Caspienne, soit plusieurs centaines de kilomètres. Donc, de toute évidence, s'il a été touché, il l'a été. Il y a beaucoup de choses à discuter à ce sujet, et je ne suis pas au courant des dernières nouvelles sur cette affaire.
Andriy, nous avons vu le président de l'Iran se rendre en Arménie et il discute de l'établissement d'un corridor reliant l'Iran à la mer Noire. Je pense que cela constituerait une alternative à ce dont il parlait auparavant, le corridor nord-sud, passant par l'Azerbaïdjan pour rejoindre l'Iran. Je ne sais pas si c'est la principale raison de cette démarche. Mais d'un autre côté, Andrei, nous voyons l'Iran se rapprocher de la Biélorussie. Aujourd'hui, le président iranien était en Biélorussie, évoquant la possibilité de renforcer et d'améliorer la relation entre les deux pays sur les plans militaires, sécuritaires et tout ce qui s'y rapporte. Il semble que lorsque nous regardons la région, chaque pays qui y joue un rôle comprend d'une certaine manière le rôle de l'Azerbaïdjan et la façon dont ils essayent de manipuler l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ils essayent de faire quelque chose. L'Iran n'a jamais, je consultais les actualités iraniennes tous les jours, je n'ai jamais vu autant d'inquiétude concernant ce qui se passe dans cette région. En ce moment, il semble que tout soit en train de changer dans l'esprit des Iraniens, qui discutent avec la Biélorussie et avec l'Arménie. Je ne sais pas. Comment voyez-vous ce qui se passe là-bas, et dans quelle mesure cela représente-t-il une préoccupation pour la région? Eh bien, je veux dire, l'Iran a toujours entretenu une relation amicale avec l'Arménie, pour commencer. Et l'Iran observe comment la situation évolue. La raison pour laquelle ils sont en Arménie, c'est essentiellement parce que Pachinian a vendu le pays. L'existence même de l'Arménie, surtout compte tenu de la très mauvaise situation économique là-bas, est menacée. Et dans ce cas, cela signifie quoi? La Turquie. Et c'est aussi pourquoi l'Iran a toujours été opposé à la fermeture du corridor de Zangezur, qui est essentiellement le corridor entre l'Iran et l'Arménie et qui sépare la région du Nakhitchevan de l'Azerbaïdjan proprement dit. Donc évidemment, il y a un jeu turc là-dedans. Il y a un jeu londonien aussi, mais ce sont, vous savez, des préoccupations régionales inévitables. Le fait qu'il soit allé en Biélorussie, la Russie et la Biélorussie ont l'état de l'Union. Mais la Biélorussie en elle-même est absolument insignifiante. Mais c'est un tampon supplémentaire pour avoir la Russie, pour ainsi dire. Et gardez à l'esprit que le corridor nord-sud, si vous regardez le chantier naval d'Astrakhan, qui construit actuellement des porte-conteneurs spécialement conçus pour la mer Caspienne, et il y en a 24 autres que la Russie a commandés ailleurs à cet effet. Donc, la tâche principale était évidemment toujours de transporter des marchandises d'Astrakhan à travers la mer Caspienne jusqu'à Enzeli, le port d'Enzeli, anciennement Pahlavi. On verra. Je veux dire, c'est juste une activité diplomatique régulière du pays concerné. Mais oui, l'inquiétude concernant l'Arménie est très justifiée. Et bien, les Arméniens ont voté pour cela, que puis-je dire? Je dis toujours que les gens méritent le gouvernement pour lequel ils ont voté. Donc, et est-ce que Pachinian vend l'Arménie? Oui, absolument. Et une fois que la Turquie interviendra, vous savez, oui, cela ne finira pas bien pour l'Arménie, d'une manière ou d'une autre. Et l'Iran envoie des messages forts à l'Arménie. Ils disent oui, enfin, il a vendu le pays. Et bon, il a beaucoup de soutien. Donc oui, que puis-je dire? L'Arménie est fondamentalement un pays hostile à la Russie. Les Russes ne se soucient plus des Arméniens. S'ils doivent être tués, alors ils seront tués. Je veux dire, plus personne ne se soucie de personne. La Russie arrête de sauver tout le monde. D'accord? Enfin, il n'y a que la Russie, le peuple russe de différentes nationalités. C'est leur pays. Ils veulent y vivre. Les Russes n'ont jamais aussi bien vécu qu'aujourd'hui. Ils vivront encore mieux. Et le reste, l'Europe, l'Arménie, la Transcaucasie, l'Azerbaïdjan, ils peuvent aller se faire tuer, faire ce qu'ils veulent, vous voyez, alors qu'ils le fassent. La Russie ne viendra sauver personne, point final. Sauf, bien sûr, dans sa lutte politique et économique. Bien sûr, les BRICS. Tout le monde sait ce que sont les BRICS. Oui,
Exactement. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. D'accord. Au revoir, Nima. Au revoir, André. Au revoir. Bye, André.